Bonjour et bienvenue sur Sobrecrate. Aujourd'hui, on attaque un obstacle aussi confortable que redoutable, la connaissance générale. Bachelard y voit une pente naturelle de l'esprit, les grandes phrases qui semblent vraies pour tout, tout le temps, et qui, précisément parce qu'elles rassurent, bloquent la recherche. Notre mission est simple, apprendre à défaire ces généralités pour faire place à des concepts opératoires, réglés par des conditions, des mesures et des variations. Pourquoi Bachelard parle-t-il d'une fausse doctrine du général? Parce que la généralité a l'air de penser pour nous. Prenez la formule consacrée « tous les corps tombent ». C'est propre, c'est net, ça a le parfum de l'évidence. Aristote lui parlait de lieux naturels, les corps rejoignent leur place, la terre vers le bas, le feu vers le haut. La modernité a cru s'émanciper en remplaçant ce vocabulaire finaliste par un universel plus sobre. Tous les corps tombent. Mais Bachelard montre que c'est le même goût du général qui compte ici. On change de mot et non de méthode. C'est le mot tous en fait qui nous hypnotise. Il confond l'essentiel et l'accessoire, empêche de poser des problèmes précis, où, comment, à quelle vitesse, sous quelles conditions. On célèbre tous et on oublie l'accélération, la grandeur effectivement décisive dans une chute libre. De même en optique, tous les rayons vont en ligne droite. Sauf quand ils ne vont pas en ligne droite, dans des milieux non homogènes, gradients, d'indices ou dans les mirages. L'universel va trop vite, il répond avant qu'on ne questionne. Bachelard n'est pas ingrat, il avoue qu'en pédagogie, ces maximes ont parfois joué un rôle d'amorce. Elles ont servi d'échafaudage, mais garder l'échafaudage quand la maison est debout, c'est empêcher l'architecte de modifier le plan. La thèse est donc que la généralité immobilise la pensée quand elle ne s'adosse pas à une méthode de variation, d'instruments et d'équations. Nous pouvons nous demander d'où viennent ces généralités. Pour Bachelard, elles viennent des tables et il faut donc les briser. Pour Bachelard, une table n'est rien d'autre qu'un relevé organisé de cas, un tableau en colonne où l'on aligne des exemples et où l'on coche pour chacun la présence ou l'absence d'un certain trait. La chaleur, l'électricité par exemple, afin de faire émerger une loi par simple tri. Cette procédure rassure parce qu'elle donne l'illusion d'un fondement solide, mais elle fige le phénomène. On écarte les perturbations, on retient le cas typique et l'on accumule des exemples qui confirment l'intuition initiale. Par exemple, chez Bacon, l'étude de la chaleur ressemble à un procès. On convoque des témoins. Le soleil en montagne, la laine, la plume. Et à force de chercher des confirmations pour savoir ce qu'est la chaleur, on ne voit plus que l'agitation qu'on voulait déjà prouver. Au bout du raisonnement, il propose que la chaleur est une sorte de mouvement très agité des petites parties des corps, ce que l'on savait déjà en vérité à la base. Même chose chez Montesquieu, par exemple, qui cristallise cette fausse doctrine du général. Ces tables sur le climat, les mœurs, les régimes grossissent des corrélations en lois universelles. La causalité climatique, les principes passionnels immobilisent l'enquête en éliminant perturbations et conditions de validité. Briser ces tables, c'est remplacer l'analogie du climat, des mœurs, par la recherche de variables opératoires, échelle, mesure ou contre-exemple, et lier toute extension à ses limites d'application. Ainsi, le cas de Montesquieu montre comment une généralité pédagogique devient obstacle en tant qu'elle n'est pas reprise par le nouveau rationalisme, où un concept n'avance qu'en intégrant les conditions techniques de son usage. Il faut donc briser ces premières tables et travailler dans la zone des perturbations. Non pas résumer des colonnes, mais varier les conditions, fabriquer les phénomènes rétifs, chercher là où ça résiste précisément. Une loi n'est pas le digeste d'un tableau, c'est le programme d'expérience qui organise ces variations. L'attitude moderne consiste donc à dépasser le singulier et l'universel vers un nouveau rationalisme. On hésite entre deux séductions symétriques, la singularité fascinante et l'universel qui rassure. La pensée scientifique moderne se fixe dans un milieu actif. Elle évalue chaque concept à sa puissance de déformation. Un concept n'est pas un cadre qu'on remplit d'exemples, c'est un outil réglable dont on précise les conditions d'application. L'ancien rationalisme est schématique, des formes stables, des essences, des définitions qu'on illustre par des cas. Le nouveau rationalisme bachelardien construit une histoire instrumentée des concepts, faite d'approximations coordonnées. Chaque élargissement d'extension vient avec un gain de compréhension, parce qu'on a durci les conditions, unité, étalon, marge d'erreur possible et dispositif.
Mais alors, qu'est-ce qu'un concept? Bachelard invite à penser du concept étiquette au concept programme, puis à un concept dit opératoire. Un concept étiquette n'est qu'un nom commode collé sur des faits hétérogènes, coagulation, fermentation, vie. Il classe sans expliquer et donne l'illusion d'un savoir. Un concept programme, lui, est un plan d'enquête. Il énonce les questions, liste les variables pertinentes, prévoit des protocoles et des prédictions conditionnelles, fixe des critères de réfutation. Bref, il dit comment on va travailler l'idée. Le concept opératoire est ce programme réalisé. Il possède des définitions opérationnelles, des instruments et unités, des équations et un domaine de validité avec seuil et marge d'erreur. Il indique quand et comment il s'applique et ce qui doit varier quand on change les conditions. Ainsi, un bon concept n'est pas le plus général, mais le plus conditionné. Et c'est précisément cette conditionnalité mesurable qui fait sa puissance. Bachelard va donc prendre deux cas cliniques de généralité, celle de la coagulation et celle de la fermentation à titre d'exemple. Pour la coagulation, à la fin du XVIIe siècle, on veut tout mettre sous le mot coagulation. Le lait qui caille, le sang qui se fige, puis par glissement, on appelle aussi coagulation, la graisse qui durcit au froid, le métal qui se solidifie, l'eau qui gèle. On finit même par dire que la sève devient bois et que la nourriture devient chair par coagulation. Résultat, on croit avoir tout expliqué, donc on n'enquête plus. Bachelard montre que cette généralité par analogie se contredit très vite. Tantôt coaguler serait signe de vie, tantôt une sorte de mort. Cela ne nous apprend donc rien. L'attitude moderne fait l'inverse. On se limite à un cas précis, on dit exactement de quoi on parle, par exemple un lait qui caille, on indique les conditions, la chaleur, l'acidité, la durée, on voit ce qui change quand on les modifie et on mesure. La bonne question n'est donc pas qu'est-ce que la coagulation en général, mais comment tel liquide devient-il solide et dans quelles conditions. Même chose pour la fermentation. Au départ, on appelait fermentation n'importe quel mouvement interne. On mélangeait pain et eau, puis on ajoutait un peu de tout, de la viande, du citron, du miel. On notait des odeurs et de fil en aiguille, on finissait par expliquer la digestion, la végétation, voire les métaux par la fermentation. Bref, un mot qui sert à tout et ne dit plus rien. La rupture, façon Pasteur pourrait-on dire, consiste à faire l'inverse. On cherche le ferment précis, une levure, une bactérie, on l'isole, on stérilise pour éviter les intrus, on contrôle les conditions et on mesure ce qui se produit. Par exemple, le dégagement de gaz. Une connaissance n'est scientifique que si elle vient avec ses conditions exactes. Sinon, fermentation reste une étiquette vague qui semble tout expliquer mais ne nous apprend rien. En somme, Bachelard nous apprend à nous méfier de la fausse évidence du général. Le tous qui répond avant qu'on ne pose les questions. Les tables qui empilent des cas typiques pour confirmer l'idée de départ. Et les grandes étiquettes, coagulation, fermentation, qui semblent tout expliquer mais n'instruisent rien. La science moderne ne cherche pas le plus général, elle exige le plus conditionné. Elle varie les situations, mesure ce qui change et explicite ses domaines de validité. Les exemples de coagulation et de fermentation montrent la bascule. Tant qu'on étire les mots par analogie, on tourne en rond. Dès qu'on précise quel cas, quelles conditions, quels effets attendus, la connaissance progresse. Certes, les maximes générales ont pu servir d'échafaudage pédagogique, mais l'esprit scientifique commence quand on brise l'échafaudage. Merci d'avoir écouté Sobrecrate. La prochaine fois, on poursuivra la clinique des obstacles en visitant un autre confort de la pensée, celui du verbe et du mot. D'ici là, méfions-nous des phrases qui semblent tout dire. Elles cachent souvent ce qu'il nous reste à construire. À très vite.